Rebonjour, bienvenue donc à l'atelier 11. Donc on va co-animer avec Anne et moi-même sur la mise en œuvre du plan pharmaceutique personnalisé en gériatrie. Donc on va dire avoir quelques diapos mais très théoriques et puis sur le déroulement de l'atelier surtout. Puis après vous allez vous mettre en groupe et travailler sur différents parcours avec des documents qu'on va vous transmettre. Donc on n'a aucun lien d'intérêt en lien avec cet atelier. Juste pour resituer le plan pharmaceutique personnalisé, puisque c'est un terme qui apparaît dans le modèle 2017 de pharmacie clinique. Donc l'idée, c'est d'avoir une première étape qui est la dispensation des produits de santé, donc acte réglementaire. Ensuite, le bilan partagé de médication ou la revue clinique de médication, où là, on va avoir donc une synthèse et des interventions pharmaceutiques qui vont intégrer l'anamnèse clinique et pharmaceutique du patient, concernant donc les objectifs et les choix thérapeutiques, les points critiques qui peuvent être interaction, contre-indication, posologie, et les points d'optimisation qui peuvent être mis en place. Donc cette étape va pouvoir permettre de cibler finalement des patients à risque ou des situations à risque, et ensuite l'objectif étant de conduire à un plan pharmaceutique personnalisé. Ce plan pharmaceutique personnalisé a pour objectif, après identification de points du patient, d'engager une démarche de suivi du patient selon le parcours, on va vous proposer différents parcours de soins du patient, et donc selon les parcours, ce plan pharmaceutique personnalisé ne sera pas le même et ne sera pas composé des mêmes éléments. Et de même, la prestation de pharmacie clinique ne sera pas forcément la même. Donc c'est là où vous allez finalement réfléchir, travailler. C'est à partir de la bibliographie qu'on va vous donner. Il va falloir proposer des parcours et, en lien avec les parcours concernés, et après proposer des prestations de pharmacie clinique en lien avec ces parcours. D'accord ? On n'est pas là pour vous présenter des outils de pharmacie clinique en gériatrie. Il y a un autre atelier qui est dédié à ça. Là, c'est plutôt quelle stratégie je peux proposer peut-être à l'équipe médicale, à l'équipe soignante, pour intégrer une prestation pharmaceutique dans un parcours. Donc les objectifs de l'atelier, c'est à partir de différents parcours de soins qui vont bien sûr concerner les patients âgés. Il va falloir être capable de structurer ce parcours en collaboration avec l'équipe de soins, proposer une prestation de pharmacie clinique pertinente en lien avec ce parcours, et aussi réfléchir aux leviers et aux freins de la mise en œuvre de cette prestation. Comment on va travailler? Quel temps de travail? Donc une première présentation des objectifs et de la méthodologie de travail, donc ce qui se passe actuellement, à peu près 10 minutes. Après, on va vous demander de travailler en sous-groupe. Donc, il ne faudra pas hésiter à bouger les chaises. Voilà, c'est un travail vraiment en groupe. Et donc, il va y avoir autour de 5 parcours. Non, il y a un bruit de fond. Ah non, c'est derrière qu'on entend. J'entendais un petit bruit de fond. Parcours, donc admission en USLD ou en EHPAD, prise en charge en chirurgie orthopédique, prise en charge en hôpital de jour avec ciblé troubles de l'équilibre, prise en charge des patients dans le cadre d'une équipe mobile de gériatrie et prise en charge dans le cadre d'une transplantation rénale. Et il y avait 6 parcours, et pourquoi j'en ai que 5 là? Bon, on va revoir après, on les a relistés après. Ah oui, et gériatrie aiguë, on va dire du soin d'hospitalisation de gériatrie aiguë. Donc une admission ou un parcours après avec le soin, l'aigu, l'éventuel SSR ou autre. Restitution de chaque sous-groupe, donc 5 minutes par sous-groupe. Donc identifier quelqu'un qui fera cette restitution à l'ensemble des participants. En parallèle de cette restitution, on prendra respectivement des notes et ensuite on fera une synthèse, sachant qu'on essaiera de diffuser à l'ensemble des intervenants cette synthèse, permettant que finalement la production d'un groupe, par exemple sur la transplantation rénale du patient âgé, servira à un groupe qui a travaillé sur autre chose. Voilà, l'idée étant qu'après vous ayez l'ensemble des documents. Donc les parcours, les voici. Donc là, on va vous demander peut-être
allez, 30 secondes de réflexion pour vous positionner sur un parcours. Et puis, on va dire de vous organiser dans la salle physiquement, des groupes autour de ces 6 parcours, puisque j'ai malheureusement sur la diapositive n'apparaît pas l'admission en soins aigus, donc en court séjour gériatrique. Donc ça fait 6 groupes. Et après, on vous distribuera les documents en lien avec ces thématiques pour réfléchir donc à un parcours et à une prestation sur un parcours. Il n'est peut-être pas, ça a été évoqué tout à l'heure dans la plénière précédente, peut-être que la conciliation de traitement médicamenteux n'est pas à faire partout, peut-être qu'il y a des stratégies à choisir, de même des entretiens de suivi. Voilà, il y a peut-être des parcours où c'est plus, on va dire que c'est plus pertinent, plus efficient, plus intéressant pour le patient d'avoir des entretiens de suivi de ces traitements et d'autres beaucoup moins. Voilà. L'autre élément plus organisationnel, ceux qui sont inscrits en DPC, donc il y a une feuille d'émargement qui circule, donc pensez bien à la signer, permettant la validation de votre DPC par cet atelier. Voilà, donc 6 parcours. Donc maintenant, il vous faut réfléchir. Alors, qui est intéressé par admission, EHPAD? Alors, il y a Chloé au bout. Peut-être, je ne sais pas si Chloé, tu peux prendre la chaise et voilà. Comme ça, tu attires un groupe, voilà. La chirurgie orthopédique. Pareil, s'il y a quelqu'un qui veut bien se lever et puis du coup faire migrer un peu. HDJ, trouble de la marche. Ah, un petit. HDJ, trouble de la marche. Là, il y a un groupe pour ceux qui veulent se greffer. OK. Équipe mobile, équipe de liaison. Alors, voilà, les mains, vous... La transplantation rénale. OK, donc voilà, ensemble, là, vous pouvez mettre ensemble. Et après, il y avait donc la gériatrie aiguë. Voilà, donc gériatrie aiguë, il y a peut-être des groupes qui sont plus ou moins dimensionnés, mais bon, après, il faut que chacun y trouve... Alors, transplantation rénale, où êtes-vous? Voilà. Donc, l'idée autour de ce parcours, de chaque parcours, c'est vous prenez connaissance des documents et vous réfléchissez. On a sélectionné des documents pertinents par rapport à la question. C'est d'essayer de réfléchir au parcours et de comprendre ce parcours, sauf si vous le connaissez déjà. L'idée, c'est peut-être de travailler sur des choses que vous connaissez peut-être pas très bien. Et puis après, de proposer une prestation, que ce soit acte de pharmacie clinique, outils, peut-être documents de support, voilà, avec des choses à la fois de modélisation du parcours et de la prestation, mais aussi après de tomber dans de la concrétisation et quels sont les leviers qui pourraient vous permettre de mettre en place ce parcours et cette prestation. Et donc, on vous laisse 40 minutes pour travailler là-dessus. On a 1h30 d'atelier, donc c'est vrai que ça va être un peu... Voilà. Comme vous l'aurez compris, le temps est important. Juste dernière petite info. Les documents qu'on vous distribue, on souhaite les récupérer après. Vous pouvez écrire dessus, mais on souhaite les récupérer puisqu'il y a un autre atelier demain. Voilà, que vos collègues aient de quoi travailler également.
Stéphane. Moi, j'ai pas la mémoire des noms, malheureusement. Honoré. Non, mais c'est pas lui qui est à la chaise, mais voir c'est qui est à la chaise pour qu'on. On va vous proposer de conclure dans pas longtemps et de nommer une personne qui va venir. On va vous proposer de conclure. À peu près. À peu près. Alors, voilà. On n'avait qu'1 heure et demie, donc forcément, faut. On va vous proposer d'arriver vers la fin et de nommer un porte-parole. Dans pas longtemps, ouais. Bon, faut au moins nommer un porte-parole qui, lui, va devoir... C'est déjà ça, c'est déjà ça. On va vous proposer de conclure, même de conclure, c'est même plus se proposer de conclure. Est-ce que tous les groupes ont nommé un porte-parole? Ah, ça c'est en général c'est au début qu'il faut le nommer parce qu'à la fin. Il va bientôt être 5 heures. On a du coup une demi-heure pour terminer. Potentiellement un peu court. Donc on va vous proposer, même si j'ai compris que ce n'était pas évident, de... Oups, tout le monde se retranslate vers le tableau. Est-ce qu'on pourrait commencer par le soin aigu? L'admission en soins aigus. Allez, s'il vous plaît. On est obligé de vous arrêter. Ah, c'est bon, c'est elle qui continue. C'est de sa faute. Donc, il va y avoir des restitutions. C'est vous, soins aigus, admission. Alors, qui est porte-parole? Alors, on va vous... Voilà, je vais essayer de faire retourner vos collègues. Du coup, on va passer à la restitution. De toute façon, on transmettra les éléments par groupe. On transmettra après, on va retranscrire. Donc, on vous demande finalement de vous remettre dans le sens de la marche, puisqu'il y a une de vos collègues qui va retransmettre. Je suis contrainte de vous demander d'arrêter. Je suis désolée. C'est court, 1 heure et demie. Donc, mais en même temps, c'est fait pour ça aussi. Voilà. Donc, du coup, là, on va avoir une restitution pour ces jours. S'il vous plaît. Alors, allez, s'il vous plaît, on va avoir la première restitution. Donc, il est 58. Donc, on va essayer d'avoir des restitutions d'un peu moins de 5 minutes avec les éléments clés. On peut bien évidemment que chacun réagisse. L'idée étant, voilà, d'avoir un standard. Et puis donc,
Anne a proposé, donc elle prend des notes en direct et on fera une restitution après le deuxième atelier demain. C'est-à-dire que demain, le deuxième atelier permettra de compléter les éléments qui n'auront peut-être pas été évoqués aujourd'hui. Et on enverra, on fera un envoi de cette proposition de structuration aux participants des deux ateliers. Alors, faut que mes collègues rajoutent des choses si j'oublie des choses. Hein. Alors, on a dit qu'il y avait déjà plusieurs possibilités pour l'admission d'un patient en gériatrie aiguë. Il pouvait soit venir directement des urgences, soit être passé déjà par un autre service clinique. De toute façon, dans un plan pharmaceutique personnalisé idéal, on voyait dans un premier temps de mettre en place une conciliation d'entrée du traitement du patient, avec éventuellement, si c'était possible, la participation des préparateurs sur tout le recueil des informations. Ensuite, on voulait faire une revue de pertinence des traitements, donc ça avec le prescripteur, en utilisant donc les outils Stop and Start ou liste des médicaments inappropriés pour les patients âgés. J'ai oublié que pendant l'entretien de conciliation d'entrée, on faisait aussi une évaluation de l'observance du traitement. Juste une question qui vous parlez, je me permets. Que le prescripteur pour la revue de prescription? C'est une question, hein, il n'y a pas de réponse. Alors, idéalement, quand on peut, on avait dit que ça serait bien de pouvoir y associer le préparateur parce que c'est plus intéressant pour lui quand il a participé au moins à la conciliation d'entrée. Ok. Et oui. Je peux vous demander, c'est quoi la différence entre une analyse pharmaceutique des prescriptions et une revue de pertinence? C'est pareil. Ah, c'est un autre terme, alors c'est juste un autre terme. Alors, soit la revue de pertinence, ça c'est ma définition. Oui. Hein, je me sépare du groupe, hein, parce que je ne veux pas les inclure. Non. La revue de pertinence, c'est à l'admission. Et l'analyse pharmaceutique, c'est tout au long de c'est ce qu'on fait au quotidien, tout au long de C'est pas ça? Oui, mais on l'a fait à l'admission, la revue de pertinence. Et à chaque fois qu'on rajoute quelque chose au cours de l'année. Après, c'est pareil alors, c'est pareil. Voilà, ça s'intègre dans l'analyse pharmaceutique. À notre sens, la revue de pertinence, c'est un élément de pertinence de prescription, de choix thérapeutique au vu de... on en a parlé ce matin, mais Anne en a parlé ce matin des multiples pathologies du patient. Après, dans l'analyse pharmaceutique, il y a les interactions, il va y avoir les posologies, il va y avoir le plan de prise, il va y avoir les capacités de prise du patient et d'administration par rapport aux formes galéniques. Voilà, donc après l'entrée du patient, donc au cours de son hospitalisation, il y a l'analyse pharmaceutique de l'imprescription. Et puis, au moment de la sortie, donc on proposait une conciliation de sortie et puis un entretien pharmaceutique avec le patient avec une proposition de plan de prise de traitement et éventuellement, travailler sur les administrations des médicaments, les formes un petit peu particulières, type les aérosols, les collyres. Okay. Voilà. On a parlé aussi de... Alors ça, je ne sais pas si ça ne fait pas vraiment peut-être partie de ce que vous attendiez, qu'il fallait bien sûr faire un bilan de toutes ces activités pour après pouvoir restituer voilà, le nombre de patients conciliés, le nombre de divergences. Est-ce que ce parcours, ces éléments pharmaceutiques, d'action pharmaceutique, varient selon le devenir du patient ou pas? Une question? Oui. Selon qui rentre à la maison ou qui part dans un service de SSR ou un EHPAD, l'interlocuteur final n'est pas la même personne et les communications sur le traitement de sortie va pas s'adresser au même. Ok, merci. Des éléments à rajouter, le groupe, les personnes du groupe?
Ok. D'autres éléments? Non. Merci beaucoup. Chirurgie orthopédique. Alors, comme on n'a pas été. Très productif. Non, si, on a été productif, mais on n'a pas réussi à faire le timing. Alors, on vient en binôme. Donc oui, de nos discussions, l'identification du parcours patient de la personne âgée en chirurgie orthopédique se confronte à déjà un problème de structure dans lequel on a 3 parcours qui coexistent en fonction de nos hôpitaux. Soit des structures qui ne prennent pas en compte du tout la spécificité gériatrique, soit des structures qui ont dédié des lits à l'orthogériatrie, soit des structures dans lesquelles des équipes mobiles de gériatrie interviennent chez les patients hospitalisés en ortho. Donc là, on a déjà les problèmes qui se posent entre les différents types de structures, les différents prescripteurs qui interviennent auprès d'un patient. Le point commun, c'est que les patients que les orthopédistes souhaitent prioriser en mesure de soins, c'est les patients de plus de 75 ans qui ont été par les urgences suite à une fracture de la hanche. Ils ont des taux de mortalité intra-hospitalière importants et extra-hospitalière à 1 mois et à 1 an trop importants. Donc là, il y a une composante de mortalité sur laquelle on espère avoir un impact si on développe au bon moment les actions de pharmacie clinique. On a discuté sur l'opportunité d'intervenir aux urgences. Bien entendu, ce n'est pas le remède miracle. Il y a du pour, il y a du contre. Le pour, c'est de réussir à travailler en amont de l'activité chirurgicale. Le contre, c'est que alors, certains ont essayé et finalement on sont revenus en disant qu'ils n'arrivaient pas à être exhaustifs. C'est peut-être là les critères de priorisation qu'il est nécessaire de bien définir. On avait un autre frein aux urgences. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas être 24 heures sur 24 aux urgences. Donc, en gros, ça nous donnerait une occasion d'intervenir en termes d'activité pharmaceutique avant la chirurgie, mais on ne peut pas faire ça la nuit. Pour 2 raisons. Généralement, on n'a pas d'effectif dédié. Et surtout, la nuit, aller faire un BMO à 2h du matin, je ne suis pas sûr que ni le médecin traitant, ni les dents, ni le pharmacien d'officine puissent répondre. Mais sinon, voilà. Donc après, parmi les actions qui nous paraissaient importantes, la formalisation d'un BMO. Alors, on a discuté sur est-ce qu'on appelle ça uniquement BMO ou est-ce qu'on parle de conciliation médicamenteuse à l'entrée. On n'a pas réussi à trancher, si je ne me trompe pas, finalement, sur cette question. Mais par contre, sur le BMO, d'avoir le moyen de tracer le BMO quelque part dans le dossier intra-hospit et qu'il soit au moins accessible à tous les prescripteurs potentiels nous paraissait indispensable. Idéalement, puisque ces patients étaient adressés pour chute, envisager une revue des thérapeutiques, identification des prescriptions inappropriées et des pourvoyeurs de chute. Et après, il y a tellement de points sur lesquels on aurait dû réfléchir et qu'on n'a pas eu le temps. Non, mais sur l'aspect cognitif, il y a plein de choses. Sur l'aspect dénutrition, il y a plein de choses. Et donc, nos actions, elles devraient porter sur tout ça. Et du coup, c'est quoi tout ça en fait? Pardon ? La nutrition, la cognition, c'est quoi? Les comorbidités de la gériatrie. Voilà, et puis des facteurs de risque du patient. Oui. Voilà, donc c'est peut-être cibler il y a des programmes actuellement qui ciblent des facteurs de risque du patient âgé en chirurgie, notamment orthopédique, qui permettent de dire si on est efficace sur la douleur, sur l'hydratation, sur des choses moins pharmaceutiques, mais la réafférentation, des choses comme ça, on est efficace. Oui, mais alors parmi ces points-là, il y a justement l'aspect cognitif. L'aspect cognitif et le trouble cognitif en périopératoire est prédictif du taux de mortalité à 3 mois. Et donc du coup, c'est des choses sur lesquelles on a un levier d'action par la révision thérapeutique. Mais alors, un truc qu'on a identifié aussi, c'est que quand on parle de ça, on a parlé que tardivement des anesthésistes, alors que finalement, on pense tout de suite ces chirurgiens qui n'en a rien à foutre de la prescription, ou alors qui vraiment prend ça parmi les activités secondaires. Les anesthésistes, suivant les structures, qui ne sont pas toujours les prescripteurs du traitement de fond. Alors ça, mais est-ce que du coup, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que du coup vous avez pris le meilleur parcours sur l'urgence? Est-ce que vous ne pensez pas que le fait est que le patient tombe, se fasse mal et arrive aux urgences, il n'y a pas un facteur de risque, de confusion, de choses comme ça? Est-ce que de la chirurgie programmée, c'est pas plus simple? Oui, mais la priorité clinique, c'est le patient de plus de 75 ans, fracture de la hanche, et lui, il arrive par chute, il n'est pas programmé. Pas toujours. En short. Pas toujours. Alors, si on envisageait d'agir sur le programmé, dans ce cas, on peut
envisager, par exemple, de proposer d'accompagner l'anesthésiste lors de la... Oui, voilà. Non, mais c'est une question. Oui, c'est que selon finalement l'entrée du patient dans le parcours, la prestation n'est pas la même. Non. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Mais le volume, le problème c'est que le volume d'un service, il est plus pareil. Alors après, pour alors une action, alors à la sortie, on a tous fait le constat que ceux qui ont essayé de faire la conciliation de médicamenteuse de sortie en chirurto, c'était compliqué. Par contre, le fait de s'intégrer dans un programme de réadaptation, l'acronyme PRAC, pouvait être un levier intéressant et formaliser notre intervention de pharmacie clinique dans le cadre du PRAC. C'est un programme de réadaptation, alors après je ne maîtrise pas bien, mais de suivi des patients, personnes âgées qui sortent post-traumatisme. Des réhabilitations rapides. Ouais, le Prado, ou le Prado, réhabilitation précoce. Ah oui. Ok, d'autres choses? Bah non, enfin de ce qu'on a discuté, voilà, après c'est vrai que on n'a pas géré le temps comme il fallait. Ok. Mais on a bien discuté, on n'a pas géré le temps. Ok, mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. Merci. D'autres commentaires, le groupe? Merci. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme parcours? EHPAD. Admission, EHPAD. Bien sûr. Est-ce que ça vous intéresse de savoir s'il y a une différence entre bilan médicamenteux et conciliation? Est-ce que vous seriez intéressé de connaître la différence, s'il y en a une, entre bilan médicamenteux et conciliation? Alors, je pose la question autrement, et vous levez la main. Qui pense que c'est la même chose? Qui pense que c'est différent? Bon, ben voilà, c'est bon. Alors, par contre, vous savez aussi que bilan médicamenteux ou bilan des médicaments, c'est absolument pas la même chose que bilan de médication. Ça, vous avez bien... Super, hein? Et moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Vous ne saviez pas? Bon, alors, attends, on commence par... Un bilan des médicaments, c'est simplement la liste des médicaments à un instant T. Voilà. Et vous avez besoin de passer par cette étape quand vous faites la conciliation. Mais pour concilier, eh bien, il faut aller au-delà de l'établissement de cette liste. Il faut aller jusqu'à la comparer à la prescription en cours ou l'intégrer dans une future prescription. Et c'est là qu'on fait de la conciliation proactive ou rétroactive. Voilà. Donc, le bilan de médicaments, c'est une étape de la conciliation. Et c'est ça, première étape. Hein, recherche des informations, fait le bilan. Et le bilan de médication, c'est beaucoup plus compliqué. Comme je vous l'ai dit, un bilan des médicaments, c'est une liste des médicaments. Un bilan de médication, c'est une démarche en plusieurs étapes qui va aboutir à un document qui explore plusieurs domaines. Je crois 4. Je crois 4. Et puis je te laisse terminer. Anne m'a perturbée en disant qu'en France, on était les champions de trouver des termes et des termes et des termes pour des fois dire des choses extrêmement similaires, qui ont des différences, mais quand même, on est champion pour... voilà. Donc, pour le bilan de médication, effectivement, c'est une démarche qui est désormais inscrite dans les missions du pharmacien d'officine. Donc, on l'appelle même plus exactement bilan partagé de médication, où, à travers un entretien structuré et une analyse pharmaceutique de l'ordonnance, le pharmacien d'officine va pouvoir voir l'ensemble des thérapeutiques, le besoin du patient, donc les décisions partagées des priorités du patient, avec également l'interface avec le médecin traitant. Voilà, je fais très court, mais voilà les éléments du bilan partagé de médication, différents de la conciliation médicamenteuse et différents du bilan de médication, du bilan médicamenteux. Pardon, je vais y arriver. Oui, mais dans la démarche, effectivement, le bilan plus après 2 suivis d'observance dans le projet. Voilà. Et il y a une notion de lieu, puisque effectivement la conciliation est plutôt un acte hospitalier et le bilan de médication tel que défini actuellement dans le cadre conventionnel est plutôt officinal.
allons-y pour les EHPAD. Pardon de cette... Pas de problème. Alors, nous, en fait, on a beaucoup échangé. C'est vrai qu'on n'a pas trop bien géré notre timing non plus. Alors, finalement, ce qu'on s'est dit, c'était surtout que les patients, en fait, en EHPAD ou en USLD, c'est quand même des patients sur lesquels on va pouvoir déployer beaucoup d'activités de pharmacie clinique, parce que c'est des patients quand même qui vont rester un petit peu de temps. Donc on a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en place au sein de son parcours de soins, que ce soit à l'entrée, lorsqu'il va en consultation ou lorsqu'il vient en hospitalisation et qu'il revient. Donc du coup, les activités de pharmacie clinique, en fait, elles peuvent être assez nombreuses et variées en fonction du pharmacien, en fonction du patient. Ce qu'on s'est dit, c'est alors on a des superbes guidelines australiennes qui nous disent qu'on peut faire des revues médicamenteuses dès l'entrée du patient en EHPAD ou en USLD. Alors ces revues médicamenteuses, la décision d'en faire une est actée en réunion collégiale pluriprofessionnelle. Donc ça, à mon avis, c'est dans la vie idéale. Nous, ce qu'on a identifié, c'est les problématiques qu'on a en EHPAD de l'effectif des pharmaciens qui ne peuvent pas voir tous les patients. Également, en fait, la nécessité, en fait, pour faire ces revues médicamenteuses, d'avoir à la base une conciliation d'entrée pour avoir vraiment les traitements du patient, mais également avoir une équipe au sein de l'EHPAD qui soit moteur en fait, dans la demande des revues médicamenteuses. Et pour ça, il faut quand même avoir un médecin co ou des médecins généralistes qui soient en demande et qui sollicitent les pharmaciens cliniciens, parce que si on fait tout ce travail et finalement il n'y a rien derrière qui est pris en charge, on est un petit peu... ça nous aura servi à rien. Donc finalement, quand ils arrivent, ce serait optimal de faire une conciliation d'entrée. Selon les patients, en fait, la revue médicamenteuse, je vous l'avais dit, dans l'idéal, que ça soit décidé en staff pluridisciplinaire en disant celui-là, ce serait bien que les pharmaciens le voient. Et sinon, il y a certains pharmaciens cliniciens qui proposaient de mettre un score en fait, de priorisation de ces patients. Donc après, ça aussi, c'est pareil, on s'est dit qu'il fallait intégrer de toute façon les médecins dans la réalisation de ce score pour qu'ils soient aussi acteurs là-dedans. Et donc on a échangé pas mal sur les scores de priorisation, justement, surtout sur les EHPAD où il n'y a pas beaucoup d'effectifs pharmaciens. Et on a à notre disposition sur les revues médicamenteuses pas mal d'outils, notamment en gériatrie. Donc nous, on avait les stop and start. Il y a la liste de la Roche, donc là c'est pareil, je pense que c'est quelque chose qui a à définir avec les médecins, ce qui est pertinent d'utiliser ou pas. Et puis après, en fait, tout au long de son parcours, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser en fonction des activités de pharmacie clinique, parce qu'on s'est dit, voilà, s'il revient d'hospitalisation, on refera une conciliation d'entrée. S'il va en consultation, il faudra faire soit un bilan de médication ou un bilan de médication éventuellement. Et puis en plus, chez un patient comme ça, on peut tout à fait aller très loin, c'est-à-dire mettre en place des séances d'éducation thérapeutique en fonction des besoins identifiés. Donc en gros, on a un large panel d'activités de pharmacie clinique. Les gros freins qu'on a identifiés, c'est d'avoir surtout une équipe médicale qui soit porteur du projet, en plus de l'institution. Et puis les freins supplémentaires, c'est également l'organisation, le pharmacien clinicien, comment il va se positionner par rapport à son activité en pharmacie aussi, qu'il arrive à dégager son temps pour ces activités-là. Donc c'est le patient idéal, en gros, où on peut faire plein de choses. Voilà. Merci. Des commentaires, le groupe ? Okay. J'ai une question. Vous avez réfléchi avec PUI ? Du coup, EHPAD avec PUI ? On a fait les deux. C'est parce qu'on a dans le groupe différentes organisations d'EHPAD. Et du coup, on a surtout en fait avec que des PUI, donc du coup on est basé surtout sur les PUI. D'accord. Mais après, comme on a un patient qui rentre, on ne sait pas d'où il vient, s'il vient de l'hôpital, s'il vient du domicile. Dans tous les cas, il y avait un lien avec la pharmacie d'officine. Mais après, c'est vrai que comme il est chez lui en EHPAD, on n'est pas allé plus loin là-dessus. Ok, très bien. J'ai une question. Est-ce que vous avez envisagé la place de la télésanté et pourquoi pas de la télépharmacie ? Pas du tout. Pas du tout.
Non, mais ça a tout son intérêt. Mais après, en fait, je pense que la télésanté, en gros, je trouve qu'elle s'intègre complètement dans le parcours de soins du patient en EHPAD. Mais nous, on a parlé de consultation, mais finalement, c'est les téléconsultations aussi. Donc, du coup, c'est transposable complètement avec le parcours qu'on a identifié, je pense. Ok, merci. Donc, effectivement, il y a différents projets sur la télémédecine, pharmacie, télé quelque chose, dans les EHPAD. Voilà, il y a différents projets là-dessus. Merci beaucoup. Donc, il nous reste équipe mobile de gériatrie. Hein? Oui, je crois qu'il y a un projet. Non. Oui, ils ont un projet en cours. Bonjour à tous. Ah, je ne sais pas, ils ont un projet qui va démarrer. C'est encore concret. Je crois que c'est... Pardon, allez-y. Il n'y a pas de souci. Donc on a beaucoup échangé, j'espère qu'on arrivera à faire à peu près une synthèse qui nous mettra d'accord. C'était pas évident. Donc pour l'équipe mobile de gériatrie, la difficulté qu'on a identifiée, c'est que cette équipe est sollicitée en fait par un service à un moment donné. Et on se disait, comment est-ce que le pharmacien peut s'intégrer à un moment donné? Est-ce que lui peut après assurer un suivi si besoin? Donc voilà. Donc c'était un petit peu notre difficulté. Mais ce qu'on a choisi de vous présenter, c'est que du coup, on mettrait en place des interventions de pharmacie clinique, donc suite à l'intervention de l'équipe mobile de gériatrie, à savoir un bilan médicamenteux s'il n'existe pas, un bilan complet pour pouvoir faire une conciliation et une réévaluation complète des traitements qui va aboutir à des optimisations et des préconisations pour le patient. Donc tout ça, ça peut se faire dans le cadre du patient hospitalisé. Et après, en fonction de ces préconisations, essayer de repérer ou d'identifier les besoins pour éventuellement d'autres prestations de pharmacie clinique à distance de cette intervention d'équipe mobile de gériatrie. Donc à savoir un entretien avant la sortie, essayer de repérer un problème d'observance ou éventuellement discuter des priorités du patient avant sa sortie. Et aussi l'autre point, et là on n'a pas vraiment répondu, mais ça a été c'est également ressorti, c'est comment l'importance aussi de transmettre après ces préconisations, ces changements aux pharmaciens d'officine ou aux médecins, infirmiers libéraux ou aux aidants qui vont prendre le relais de la prise en charge en ville. Donc voilà. Ok, merci. Des choses à ajouter? Ok. Du coup, vous avez réfléchi en équipe mobile intra-hospitalière? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens en extra-hospitalier? Alors, on en a parlé et on s'est demandé finalement... on s'est dit, est-ce que c'est aux pharmaciens hospitaliers d'aller à domicile voir le patient? C'est une question qu'on s'est posée pour faire des entretiens comme le fait l'équipe mobile de gériatrie. On s'est demandé s'il ne serait pas intéressant d'organiser un maillage avec les pharmaciens d'officine en ville pour éventuellement transmettre ses besoins pour le domicile, pour aller voir les patients à domicile. Voir les infirmières libérales ou les pourquoi pas? Aïe, 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 apparemment, au premier rang. Pourquoi aïe? Les infirmières sont en bonne temps de pouvoir. Ça, c'est sur les médicaments, c'est point c'est tout. C'est-à-dire que dans les textes, ça permet de faire un tas de choses. Ce que le pharmacie, c'est une très bonne idée de prendre contact avec les pharmaciens d'officine. Ceci étant dit, il ne faut pas négliger tous les infirmières qui peuvent être des aidants. Ils peuvent vérifier certaines choses. Elles peuvent aussi avoir un rôle plus social dans la prise en charge qu'au niveau des médicaments aussi. Une aide qui est privilégiée par rapport à ce que le médecin considère que l'infirmière c'est une collaboratrice, ce qui n'est pas le cas avec le pharmacien.
Donc, non, les infirmières, c'est pas du tout un jugement de valeur. Je me permets d'intervenir. Non, je crois que, alors vraiment, dans ce qu'on connaît sur Grenoble, on prend contact avec le pharmacien correspondant. Et pour reprendre aussi et faire plaisir à Hans Benoît, le pharmacien correspondant, ça correspond à une définition précise, aussi est dit. Le pharmacien référent, c'est celui de l'EHPAD. C'est pas pareil. Le pharmacien correspondant, c'est le pharmacien d'officine. C'est la loi de juillet 2009. Le pharmacien référent, c'est le pharmacien de l'EHPAD. Après, Anne. Après, il y a. Le français, Anne. Belge, vous êtes ou flamand ou francophone. Ok, merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste la transplantation rénale. Et HDJ chute. Donc pour la transplantation rénale, alors on avait, c'est une prise en charge déjà qui est spécialisée et chronique, donc à la différence des autres, on a quand même une temporalité qui est différente. On ne savait pas par où commencer au niveau de la greffe. Bon, on s'était dit qu'on allait commencer dès l'inscription sur la liste de greffe, avec une prise en charge de ville, aussi bien par le médecin traitant que par le pharmacien d'officine, avec tout d'abord un bilan partagé de médication, avec une revue de la pertinence des prescriptions. Et le but étant de faire le point sur déjà l'état vaccinal des patients, remettre à jour toute la vaccination, préparer déjà les traitements et la liste des traitements par rapport au risque potentiel d'interaction, déjà éviter d'instaurer des traitements qui risquent d'être soit arrêtés, soit modifiés au moment de la greffe. Donc ça, c'est la prise en charge en ville conjointement entre le centre de greffe qui prévient le médecin traitant et le pharmacien d'officine. Vient le moment de la greffe avec une prise en charge hospitalière où là, le pharmacien hospitalier prend contact avec son homologue de ville pour faire la conciliation médicamenteuse d'entrée. On avait parlé également d'un score de complexité pour voir à peu près les difficultés de prise ou non selon les formes galéniques et la liste des traitements de nos patients. Bien sûr, l'éducation thérapeutique avec une intervention des pharmaciens hospitaliers au niveau de tout ce qui est gestion des traitements, avec un point important sur les immunosuppresseurs, bien sûr, et également le risque infectieux et l'importance de l'observance et de la prise des traitements et de la bonne prise des traitements. Selon l'état du patient, impliquer la famille, l'aidant, pas que le patient, parce que c'est vrai qu'en greffe, moi, j'ai pas trop l'habitude d'avoir des patients très très âgés. Ils sont âgés, mais c'est des vieux jeunes, on va dire. À la sortie, la conciliation médicamenteuse de sortie, avec un plan de prise médicamenteux, une synthèse pharmaceutique de sortie à destination des pharmaciens d'officine du médecin traitant, avec notamment toutes les informations utiles en termes de fiches produits sur les immunosuppresseurs, des fiches réflexes sur les interactions. Au niveau du retour au domicile, que ce soit une structure d'accueil ou le domicile du patient, le lien avec le pharmacien d'officine, avec une consultation pharmaceutique, une mesure régulière, alors on n'a pas mis de rythme, mais de l'observance par différents moyens que ce soit les questionnaires qui existent déjà, ou par juste le ressenti du pharmacien, avec sinon le lien avec l'infirmière si c'est elle qui donne les traitements, conseils sur alimentation et prise de médicaments, vérification des dosages et des prises, faire attention ça c'est dur à organiser ou à structurer, mais faire en sorte que le pharmacien ou l'infirmière prennent en compte les modifications de dosage par rapport aux résultats des tacrolimies ou des immunosuppresseurs. Et vous me dites si j'ai oublié quelque chose. Et on ne savait pas comment inclure le biologiste et les résultats biologie dans notre parcours et nos prestations. Parce que ça aussi, c'est assez délicat. Mais on aurait bien aimé qu'il y ait une communication du médecin traitant et du pharmacien d'officine dans tout ce qui est adaptation de dose par rapport au dosage plasmatique. Ok, merci. Et donc je crois que c'est ça qu'on a mis. Merci. Juste par rapport à la question des transplantés, donc l'établissement où je travaille, on a mis un parcours en place justement sur des transplantations rénales chez les patients âgés, et on a des très vieux, on transplante jusqu'à 85 ans.
Donc avec un parcours voilà, gériatrique, pharmaceutique et transplanteur. Une concertation à 3 déjà pour les accepter dans la démarche de greffe et après les faire rentrer dans un parcours avec évaluation pré-greffe, greffe et puis suivi après. Donc c'est vrai qu'on en a de plus en plus. On pensait en avoir peu, nous, dans notre parcours. Et là, depuis novembre, on est déjà à 30 patients. Donc voilà. Certains récusés, certes, mais bon, avec une démarche d'évaluation en amont. Pour clore, le dernier, HDJ et troubles de l'équilibre. Donc, hôpital de jour et troubles de l'équilibre. Donc alors nous, on a pensé à organiser ça par une consultation initiale en amont de l'HDJ. Donc en amont aussi de la consultation initiale, on pensait appeler le patient pour lui demander de ramener ses dernières ordonnances et en profiter en même temps pour lui demander les coordonnées de son pharmacien d'officine et lui demander si on peut l'appeler pour avoir vraiment la liste des derniers traitements et avoir aussi son ressenti sur le patient, savoir s'il a identifié des problématiques par rapport aux médicaments. Donc ça nous permet de préparer la consulte initiale. Et en même temps, quand on appelle le pharmacien d'officine, savoir comment il voudrait qu'on lui transmette le bilan, est-ce par fax ou par mail, à l'issue de l'HDJ. Donc déjà organiser, penser au lien hôpital-ville, déjà avant la première consulte. Donc lors de la consultation, donc c'est une consultation qui se fait avec le gériatre et le pharmacien. Donc là, on identifie, on revoit les antécédents du patient, le traitement, les facteurs de risque de chute, dans quel contexte ont eu lieu les chutes, voir si c'est lié du coup à certains médicaments, notamment les psychotropes, des antihypertenseurs centraux, s'il y a des hypoglycémiants. Aussi voir avec le patient s'il y a des craintes des chutes, une altération de la qualité de vie s'il sort moins à cause de ces chutes. Donc à l'issue de la consultation initiale, on émet des propositions thérapeutiques aux médecins traitants qui sont inclus dans le courrier de consultation qui est transmis aux médecins traitants. Donc en fait, on fait de la révision médicamenteuse avec le gériatre en se basant sur des listes de La Roche, Stop Start, voilà, en accent vraiment sur les problématiques liées à la chute. Ensuite, le patient est convoqué en HDJ. Au cours de l'HDJ, on rédige avec lui un plan de prise personnalisé. On demande au patient de revenir en HDJ avec la nouvelle ordonnance sur lequel le médecin traitant aura ou non accepté nos propositions thérapeutiques. Et c'est sur cette nouvelle ordonnance qu'on se base pour rédiger le plan de prise avec le patient et qu'on explique au patient. Et pour rédiger ce plan de prise, on tient compte évidemment des problématiques identifiées, soit ce dont le pharmacien d'officine nous a parlé ou ce que le patient nous a expliqué pendant la consultation initiale. Donc le plan de prise, il est remis au patient, il est joint au courrier d'hospitalisation, au compte-rendu de l'hospitalisation de jour qui est transmis au médecin traitant. Et on l'envoie aussi au pharmacien d'officine selon les modalités par fax ou par mail qu'on avait convenu lors de l'appel. Et après, ce qu'on peut proposer au niveau du suivi, c'est un appel téléphonique au patient s'il est d'accord une semaine après l'HDJ pour voir comment ça se passe avec ses médicaments, la façon dont il les prend, s'il y a encore des soucis ou si ça va mieux par rapport à ce qu'on a proposé. Voilà. Au niveau des freins, ce serait la problématique du suivi des optimisations par le médecin traitant. Voilà. Si on propose des choses et qu'après derrière le patient revient en HDJ avec la même ordonnance, notre travail, ça sert un peu à rien. Voilà. Et puis le lien avec la ville qu'il ne faut pas oublier et essayer de formaliser un peu les choses, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Solliciter le pharmacien en amont pour avoir des infos sur son patient qu'il connaît très bien. Et puis nous, derrière, lui faire un retour avec ce qu'on a fait en HDJ et voilà, ce qu'on a proposé au patient. Pour que lui, derrière, il puisse aussi continuer à suivre et à conseiller son patient en fonction de ce que nous aussi, on a proposé. Ok, voilà. Merci. Des commentaires? Le groupe? Des choses à rajouter? Non? Après, je pense que sur cette thématique,
il peut être tout à fait développé des actions d'éducation thérapeutique, ou peut-être pas d'éducation, mais d'information sur les médicaments à risque. Et puis la stratégie, voilà, est-ce qu'eux identifient des médicaments à risque, qu'est-ce qu'ils font, et comment on peut éventuellement travailler avec eux sur ces médicaments à risque, et notamment l'automédication, où on a vraiment des automédications qui peuvent être problématiques sur le risque de chute et le trouble de l'équilibre. Oui, ça c'est des choses qu'on aurait creusées avec le pharmacien d'officine et pendant la consultation initiale, où là du coup on voit directement avec le patient les problématiques. Ok, merci beaucoup. L'heure tourne, donc on va vous libérer. Donc Anne plutôt a tout synthétisé. Du coup, demain on fera pareil et puis on vous enverra l'ensemble des éléments avec des propositions. Peut-être que nous on abondera, on complétera certainement un petit peu les propositions et les questions à se poser, parce que il y a un parcours qui est valable dans un établissement qui est pas valable partout. Merci beaucoup.